Il existe des régions d'Amérique du Sud où le paysage semble déterminé à briser les règles. Le Cerrado en fait partie. Ce n'est pas une jungle, bien que la végétation soit dense et dense sur de nombreuses étendues. Ce n'est pas une savane, bien que les prairies dorées s'étendent à perte de vue. C'est une mosaïque vivante, une terre de contrastes violents, où chaque kilomètre semble avoir été façonné par une main différente. Avec un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, le Cerrado est le deuxième plus grand biome d'Amérique du Sud et l'un des plus anciens écosystèmes du continent. On pourrait s'attendre à ce que, dans un territoire aussi vaste et ancien, les règles soient claires, les cycles bien définis, mais dans cette région, la vie ne suit pas la prévisibilité. C'est une anarchie sauvage, où le sol se fissure sous la chaleur et se transforme en boue perfide après une averse inattendue, où le feu ravage les prairies sans prévenir et où l'eau disparaît en quelques heures. Dans ce décor, chaque créature a appris à vivre à la limite. Des félins de plus de 100 kilos rôdent dans les sous-bois. Des charognards opportunistes patrouillent dans les airs. Les petits oiseaux n'ont recours qu'à la danse pour se faire la cour et s'accoupler. Des meutes de lycaons dépaissent leur proie sans laisser de traces. Dans le Cerrado, la survie n'est pas une question de force ou de taille, mais d'action rapide et précise. Ici, le climat est aussi mortel. Sécheresse extrême, incendies de forêt et précipitations excessives façonnent le comportement de chaque espèce. Ce qui garantit la nourriture aujourd'hui peut devenir un piège demain. C'est le Cerrado, là où tout ce qui respire est condamné à tuer ou à être tué. Dans l'un de ces nombreux lagons sombres vit une créature qui ne rugit pas, ne galope pas et ne traque pas les arbres. Elle le fait sous l'eau, invisible, sans se presser. Le caïman overo est un fragment d'une autre époque. Son corps large, son museau aplati et son armure écailleuse lui confèrent une apparence presque surnaturelle. Il peut rester des heures immobile, seuls ses yeux et ses narines dépassant de la surface. Il n'a pas besoin de courir. Il n'a pas besoin de force excessive. Il se contente d'attendre. Ici, même l'eau a la mémoire du sang. Son anatomie semble conçue non pas pour chasser, mais pour disparaître. La position surélevée de ses yeux et de ses narines permet au caïman de rester presque entièrement immergé, tapi dans l'anonymat des eaux troubles. Son dos rugueux, recouvert de plaques osseuses, se fond dans les branches mortes et les bancs de boue séchés. Son museau large et aplati lui permet d'agripper sa proie d'une morsure puissante et soutenue, exerçant une pression capable de fracturer les os d'un seul coup. Ainsi, l'alligator attend, immobile, que sa proie traverse, ignorant qu'il est déjà piégé. Contrairement aux autres prédateurs du Cerrado, le caïman ne chasse pas par faim immédiate. Il peut passer des jours sans se nourrir, choisissant le moment idéal, attendant que sa proie commette une erreur. Les rivières et les lagunes sont son domaine exclusif. Sous la surface, le calme devient son meilleur allié. Ce reptile fossile partage son territoire avec des félins, des rapaces et des charognards, mais entre rarement en conflit direct. Il est nocturne et opportuniste. Il est capable de capturer des poissons, des oiseaux aquatiques, des amphibiens, et, lorsque l'environnement le permet, des animaux plus gros. Mais il ne se précipite pas. Sa méthode consiste à traquer sans bouger, une embuscade parfaite où la victime ne comprend ce qui se passe que lorsqu'il est trop tard. Le caïman overo a survécu pendant des millénaires dans le Cerrado parce qu'il a compris l'une de ses règles essentielles. Ici, quiconque se montre meurt. Ses embuscades sont efficaces grâce à son invisibilité et sa réputation repose sur le silence et la surprise. À la tombée de la nuit, les eaux prennent une densité différente. La chaleur du jour laisse une épaisse brume dans l'air et les animaux qui rôdent sur les rivages le font avec une méfiance apprise. À ces moments-là, alors que le reste de la faune se retire vers des terres plus élevées, un jeune tapir s'aventure vers un petit bras mort. La chaleur est insupportable et les bords de l'eau sont les seuls endroits où l'on peut étancher sa soif. Le tapir s'arrête, il hume, il écoute. Il sait que l'eau est dangereuse, mais la nécessité l'emporte sur sa peur. Les flaques sont criblées de traces, de marques anciennes, d'empreintes de griffes sur le rivage sec. La surface reste immobile, sans la moindre trace de danger. En contrebas, le caïman tacheté attend.
Il est immobile depuis des heures, protégé par l'ombre de la vase et des herbes submergées. Rien ne trahit sa présence. Le tapir avance, enfonçant ses pattes dans la boue épaisse, inconscient de la menace qui plane à quelques centimètres sous la surface. Chaque pas remue l'eau trouble. Lorsqu'il est suffisamment proche, le caïman émerge avec une charge brutale. La morsure atteint le museau du tapir. L'animal se débat désespérément, mais le poids et la pression du caïman l'écrasent. L'eau bouillonne, les pattes heurtent la boue pendant quelques secondes de plus, puis tout est recouvert d'une épaisse nappe qui s'étend à la surface. Dans le Cerrado, même l'eau est une proie. Ce qui semble être le calme n'est qu'un masque. Et les plus anciens prédateurs, ceux qui ont survécu au temps et à la transformation du paysage, n'ont pas besoin de courir pour vaincre. Le caïman n'attend pas toujours une grosse proie. Ce reptile trouve plus souvent des occasions de chasser au bord des lagons. Un jeune héron longe le rivage, confiant en l'absence de félins et autres prédateurs terrestres. Il s'aventure dans les eaux peu profondes, fouillant dans les racines et la vase meuble à la recherche de petits poissons et de larves. Mais dans ce paysage, le danger ne vient jamais d'une seule direction. Sans remarquer la moindre menace visible, le héron étend son cou à la surface. Le sous-bois est immobile, pas de branches cassées, ni d'ombre dérangeante. Il est là, quand tout semble calme, où il devrait regarder. Sous l'eau, le caïman attend. Son corps reste caché sous une couche de végétation flottante et de vases en suspension. Seuls ses yeux, à peine visibles à la surface, et le léger balancement de sa queue signalent sa présence, attentif au moindre mouvement. Le héron fait un autre pas, enfonçant ses pattes fines dans la boue molle. Elle penche la tête vers un banc de minuscules poissons. L'eau vibre, imperceptible pour elle, mais pas pour le chasseur. Le héron tente de s'envoler, mais son corps est déjà pris au piège. Ses plumes se mouillent et s'enfoncent dans l'eau, tandis qu'il est entraîné, presque entier, dans la gueule du prédateur. L'attaque n'est ni soudaine, ni bruyante. Une brusque poussée d'eau, un coup latéral par en dessous, et le coup du héron est pris dans la mâchoire osseuse. Un mouvement précis, sans éclaboussure. Le caïman disparaît avec sa proie sans laisser de traces. Sa patience, son camouflage parfait et sa force de morsure énorme l'ont placé au sommet de la chaîne alimentaire. Un prédateur qui domine à la fois le calme et la violence du Cerrado, un roi silencieux des eaux troubles. Dans ces environnements, la mort ne s'accompagne pas toujours d'un rugissement ou d'une charge. Elle survient lorsque l'attention faiblit, lorsque l'instinct s'engourdit. Dans ce paysage, se fier au calme est synonyme de capitulation. Car le danger se cache dans chaque ombre, dans chaque recoin apparemment inoffensif. Et la différence ne réside pas dans la force, mais dans la vigilance constante qui détermine qui vit et qui disparaît. Lorsqu'une menace disparaît sous l'eau, une autre se réveille dans les sous-bois. Les eaux se calment, mais la nuit garde ses propres chasseurs. Le danger ne se dissipe pas, il change simplement de forme, de texture, d'ombre. La nuit n'offre aucun refuge dans le Cerrado. Lorsque la chaleur s'atténue, l'activité change. Les chemins de terre battue portent les marques fraîches de ses griffes. Non loin de là, dans une flaque d'eau trouble, son visage alerte se dessine, observant les alentours. Le jaguar avance sans être vu. Tout dans son corps est fait pour la chasse. Sa fourrure tachetée se fond dans l'ombre des branches et les taches de lumière qui filtrent à travers les buissons. Sous la peau, des muscles tendus se préparent à l'attaque. La mâchoire, capable de briser les os, reste fermée. Ce n'est pas un félin rapide, mais un félin de pure puissance. Son crâne, plus large et plus robuste que celui de tout autre grand carnivore terrestre, est doté de crocs pouvant atteindre 7 cm de long, capable de percer la base du crâne de sa proie, de briser des vertèbres et de déchirer des tendons d'un seul coup. Avec des muscles de la mâchoire qui génèrent une force de morsure dépassant 1000 kg, son attaque est une machine d'une précision mortelle. Griffes cachées mais toujours prêtes accompagnent la morsure, retenant la proie, la déchirant et rendant toute tentative de fuite impossible. Dès que la proie tente de s'échapper, et plus elle le fait, plus la situation empire, sa chair est déjà déchirée par ses propres efforts et la force de l'attaque l'immobilise. Le corps s'effondre, vaincu. Le jaguar se nourrit calmement, mais la satisfaction est passagère.
La faim demeure, tel un moteur silencieux qui guide son prochain mouvement. Il avance lentement vers de nouveaux territoires. Il ne se précipite pas, il planifie chaque étape. Chaque mouvement est calculé, chaque décision réfléchie. Il s'arrête, il mesure les courants d'air. Son museau se lève légèrement et ses moustaches perçoivent toute variation. Cela fait partie de sa lecture de l'environnement, un langage invisible pour les autres, mais clair pour lui. Le jaguar reconnaît les traces laissées par les herbivores durant la journée. Des empreintes fraîches sont laissées dans la boue molle et les herbes encore courbées marquent un passage récent. Parmi les buissons, il suit la piste d'un cerf qui s'est séparé de son groupe. Il n'y a aucune erreur dans sa lecture. Même s'il ne le voit pas, il sait que c'est proche. Les sous-bois bougent à peine. Le cerf se déplace à travers les buissons secs, suivant un sentier apparemment sûr. Il lève la tête un instant, humant l'air. Il ne sent rien d'anormal, mais la menace est inexistante. Le jaguar a choisi sa position. Il se cache derrière un tronc d'arbre abattu où l'ombre des branches éparses brise sa silhouette. Il n'a pas encore avancé, il attend. Le terrain est de leur côté. Plus loin, un passage étroit entre les rochers oblige tout animal à traverser à cet endroit. C'est là que tout se passe. Le jaguar connaît cet endroit. Il l'a déjà utilisé. Chaque mètre parcouru par le cerf réduit sa distance. Le félin n'a pas besoin de courir. Il attend simplement que sa proie franchisse la ligne invisible où son avantage devient absolu. Un dernier regard. Le jaguar plie les pattes, se préparant. L'air se déplace, la tension monte instantanément. Le premier bond n'a pas pour but de tuer. Il vise à combler l'écart, à saper la résistance. La proie tente de s'échapper, mais les griffes s'enfoncent dans ses flancs. La morsure ne vise pas le cou, mais le crâne. Un coup violent interrompt tout mouvement. Le corps s'effondre sans résistance. Sans un bruit, il traîne le corps à travers les sous-bois. Il ne l'abandonne pas, il ne donne rien, car dans le cerrado, le festin des uns peut devenir l'opportunité des autres. Il s'enfonce profondément dans la végétation épaisse, là où ni le vautour ni le renard ne pourront suivre l'odeur. Dans ce biome, la survie n'appartient pas aux plus forts ou aux plus rapides. Il appartient à ceux qui savent attendre, mesurer et disparaître lorsque l'air devient épais. Et personne ne comprend mieux cette loi que le jaguar. Dans le cerrado, ce félin n'est ni une figure décorative ni un symbole ancestral. Il incarne la certitude inébranlable que la vie peut s'éteindre silencieusement, d'une morsure précise, sans que le reste de l'écosystème ne s'arrête pour le contempler. L'atmosphère de ce paysage sec, rempli de buissons tortueux, de prairies accidentées et de points d'eau insaisissables, semble avoir été conçue pour leur style de chasse. Ici, le jaguar trouve non seulement de la nourriture, mais aussi un cadre parfait pour ce qu'il fait le mieux, disparaître et frapper sans prévenir. Contrairement aux autres grands félins, le jaguar est un chasseur patient. Il identifie ses proies grâce à son odeur, au rythme du vent et aux traces fraîches sur la terre meuble. Nul besoin de voir pour savoir ce qui se trouve à proximité. Le cerrado vous apprend à lire des signes que d'autres trouveraient insignifiants. Une branche cassée, une légère différence d'humidité du sol, une empreinte de tapir aux bords intacts. Mais tout ne leur appartient pas. Le jaguar partage ses terres avec d'autres chasseurs, renards, caracals, ocelots et loups à longue crinière. Bien qu'aucun d'eux ne représente une menace directe, le jaguar connaît leur chemin. Il évite de les croiser inutilement. Seul l'homme, avec ses armes et son obstination, a osé le défier. Et pourtant, le jaguar s'adapte. Il change d'itinéraire, modifie ses terrains de chasse et attend là où il chassait autrefois, à la vue de tous. Il sait nager et il le fait avec plaisir. Contrairement aux autres félins, son corps dense et musclé trouve l'eau un allié. Il traverse les rivières, explore les eaux calmes et traque ses proies semi-aquatiques avec la même habileté qu'il déploie dans les broussailles basses. Dans ces eaux chaudes, son corps est parfaitement adapté à la furtivité et à l'embuscade. Sa morsure conserve la même force, sa vision s'adapte aux reflets ondulants et sa patience reste intacte. Sur terre ou dans l'eau, votre instinct fonctionne selon un seul principe, agir quand le moment est venu. Ce n'est pas un chasseur aux horaires fixes. Il préfère l'ombre où ses tâches se confondent avec celles du cerrado. Mais il attaque dès que l'occasion se présente. À l'aube, dans les dernières lueurs de l'après-midi, ou à tout moment où l'insouciance d'une proie ouvre la porte.
Car ici, les règles ne sont pas écrites, elles se ressentent. Mais tout, dans ce pays, ne suit pas le rythme de la chasse. Lorsqu'une femelle entre en chaleur, de subtils changements se produisent, bien au-delà du visible. L'air est chargé de signaux chimiques que le mâle perçoit sans la moindre marge d'erreur, des pulsions primitives qu'il ne peut réprimer, un appel intérieur qui le pousse à suivre l'odeur avec une détermination obsessionnelle. Pendant des jours, le mâle marque sa présence. Il gratte l'écorce des arbres avec ses griffes et urine sur les buissons et les tiges, laissant des traces qui alertent les autres prétendants. La femelle, sans se précipiter, contrôle la rencontre. Elle le provoque, l'attire, guide ses pas le long de sentiers tortueux et de points d'eau cachés, le forçant à faire preuve de résilience et de patience. Pendant des heures, parfois des jours, leurs traces se croisent et s'estompent dans une course-poursuite sans témoin. Lorsque le moment arrive, la femelle s'arrête dans une zone d'herbe basse. Elle se tourne légèrement, offre son flanc, et le mâle s'avance sans hésitation. Le contact est bref, physique, marqué par une urgence biologique plutôt que par un lien. Il n'y a pas de cours prolongé, ni de coexistence ultérieure. Seulement l'entrelacement de deux corps conçus pour la survie. Puis, tôt ou tard, chacun reprend sa route. La femelle cherchera refuge. Le mâle retournera dans son domaine. Car sur ce territoire, même l'accouplement ne garantit aucun répit. Tout persiste au bord de la faim, de la traque et de la mort. Pendant les 3 mois suivants, la femelle reste aux confins du Cerrado, moins fréquenté. Elle évite de croiser les chemins tracés par d'autres prédateurs. Elle se déplace avec prudence, chassant des proies de petite et moyenne taille, sans longue poursuite ni combat risqué. Elle n'a pas abandonné sa nature solitaire, mais ses déplacements sont réduits. Elle économise son énergie, évite les conflits et se tient à l'écart des mâles qui, pendant les longues périodes de reproduction, peuvent représenter une menace même pour une femelle enceinte. Lorsque le moment arrive, loin du trafic habituel des prédateurs et des charognards, la femelle donne naissance en silence. Et à l'intérieur d'une crevasse naturelle, les petits naissent. Aveugles et impuissants, ils y resteront des semaines, se nourrissant du lait épais qui les protège de la déshydratation et de la famine. Pendant les premiers mois, ils s'éloignent rarement de leur tanière, cachés sous des troncs d'arbres tombés ou entre les parois des ravins. À mesure qu'ils grandissent, leur mère les guide lors de leur première chasse. Il leur apprend à déchiffrer les signes de la forêt, à éviter les plantes vénéneuses et à reconnaître les signes annonciateurs de danger. Il ne les accompagne pas éternellement. À mesure qu'ils gagnent en force, il les abandonne dans différentes zones, les forçant à chercher leur propre territoire. Car sur ces terres, rester proche est une condamnation à mort. Survivre dépend du déplacement, de la disparition, de la conquête d'un territoire et de sa défense à tout prix. Les jaguars ne forment pas de meute, leur instinct est solitaire. Les contacts avec d'autres individus se limitent aux combats territoriaux, à l'accouplement ou aux disputes pour des proies convoitées. Chaque rencontre est une négociation qui peut se résoudre par des grognements bas ou des combats brutaux, où les mâchoires et les griffes définissent qui reste et qui disparaît. Mais il y a un rituel auquel personne ne renonce, celui de l'arrosage. Sur les rives, le jaguar boit et traque. Car dans ces terres où l'eau est rare, tout ce qui respire finit, tôt ou tard, sur les berges. Sur l'une de ces rives, par une nuit étouffante, un jaguar s'arrête. L'eau reflète un ciel immobile et sans étoiles. En surface, juste un léger mouvement, un sillage minimal. Un alligator. Il nage lentement, inconscient que quelqu'un l'observe depuis la branche basse d'un arbre mort. Le félin évalue la distance. Il bondit et atterrit dans l'eau. Les oiseaux prennent leur envol. L'eau bouillonne et les silhouettes des corps résonnent sous la surface. L'eau coule sous ses pieds. Victorieux, le jaguar émerge, le caïman entre ses crocs. Le reptile reste rigide, les mâchoires ouvertes. La tache de sang se dissipe lentement. Sans se retourner, le félin pénètre dans l'épais sous-bois, emmenant sa proie dans un refuge où ni charognard ni opportuniste ne pourront lui arracher un seul fragment ou troubler sa tranquillité. Parce qu'ici, dans le Cerrado, tout ce qui respire mérite sa place. Et le jaguar ne le demande à personne. Il le prend. Dans les terres ouvertes de l'Amérique du Sud, la mort ne se présente pas toujours sous la forme que vous imaginez. Ils ont un corps compact, une tête large, des pattes courtes et des yeux foncés qui brillent à peine dans l'obscurité.
Des créatures qui, à première vue, peuvent paraître inoffensives, mais ici, dans ce vaste paysage, tout peut être trompeur. Et parmi ces petits corps denses, aucun ne fait preuve d'une violence aussi consistante qu'un chien au vinaigre. Avec sa fourrure rousse, son museau court et son corps trapu, son apparence est désarmante pour les imprudents. Ses mâchoires sont conçues pour déchiqueter les tendons, déchirer les flancs et fracturer les petits os en quelques secondes. Le plus dangereux n'est pas son anatomie, mais son mode de vie. Il n'agit jamais seul, et dans un écosystème où la solitude est souvent une condamnation à mort, le chien de vinaigre est devenu le boucher social du Cerrado. Ils chassent en meutes serrées, compactes et organisées. Un petit groupe, mais coordonné avec une précision qui semble impossible compte tenu de leur taille. Ils ne se dispersent pas, ils ne crient pas, ils ne poursuivent pas longtemps. Ils encerclent, ils forcent, ils isolent, ils tuent. Dans ces broussailles denses et abandonnées, la force collective est un langage silencieux, la stratégie qui transforme l'impossible en jeu. Ils abattent tout, des agoutis musclés au faon, en passant par les tatous géants, lorsque l'occasion se présente. La meute communique par de faibles grognements, des cris à peine audibles et le mouvement de leur corps. Ils se comprennent sans se voir. L'un coupe la retraite à sa proie, un autre la force à se réfugier dans les sous-bois denses et un troisième attend en silence le moment propice. Il n'y a pas de marge d'erreur. Dans le Cerrado, une poursuite ratée est une occasion manquée irrécupérable. La chaleur est lourde, dense et opaque. La végétation desséchée reste immobile sous le soleil implacable. Entre buissons bas et arbustes poussiéreux, la meute avance sans bruit. Cette fois, leur cible est un agouti, un rongeur agile, musclé et toujours alerte, mais trop confiant dans sa maîtrise du terrain. Il se déplace avec assurance dans les clairières, complètement inconscient qu'il est encerclé. Un chien se cache près d'un tronc d'arbre abattu, un autre monte la garde dans la direction opposée. Le troisième initie le mouvement. L'agouti sent quelque chose de tardif. Il court vers un espace ouvert, mais le premier émerge des sous-bois telle une ombre basse et compacte. L'agouti se retourne, mais la meute a déjà fermé le cercle. Ce n'est pas une poursuite sans embûche, c'est un siège. En moins de 20 secondes, le corps du rongeur est piégé. Ses dents s'enfoncent dans ses flancs. Ses pattes arrière sont agrippées par un autre chien. Le sol se tache de sang et tout mouvement cesse. Ils le déchirent en morceaux. L'un tient la tête, tandis qu'un autre emporte une partie du corps. Les autres traînent ce qui reste dans les sous-bois. Ici, rien ne reste intact bien longtemps. Ce qui n'est pas consommé immédiatement attire de plus petits charognards avant la tombée de la nuit, ce qui, pour le chien au vinaigre, signifie plus de concurrence, moins de nourriture et le risque constant de perdre ce qu'il a attrapé. Mais cette meute ne se contente pas de chasser. Elle défend son territoire avec une férocité qui surpasse celle de nombreux prédateurs solitaires. Ils marquent les sentiers, patrouillent les bords des ruisseaux asséchés et n'hésitent pas à attaquer d'autres carnivores plus petits s'ils franchissent leurs limites. Cette capacité à dominer ne repose pas uniquement sur le nombre. Son anatomie apparemment inoffensive cache des adaptations brutales, une morsure qui, proportionnellement à sa taille, surpasse celle de prédateurs bien plus imposants. Des pattes courtes et robustes qui lui permettent de se faufiler discrètement dans les sous-bois, et un odorat exceptionnel, capable de détecter du sang frais à plusieurs centaines de mètres, même à travers la poussière en suspension et la chaleur intense qui altère les arômes de ces plaines. C'est grâce à cette combinaison que le chien de vinaigre n'a pas peur d'entrer dans les terriers des autres, de grimper sur des troncs tombés ou même de nager parmi des racines submergées, car son corps compact s'y prête. La violence n'est pas facultative dans ce biome, et ce carnivore le comprend mieux que quiconque. Les jeunes sont formés à cette loi dès leur première semaine. Ils suivent la meute dans ses courses nocturnes, observant les chasses depuis les sous-bois jusqu'à ce qu'un soir, ils soient autorisés à participer. L'apprentissage n'est pas progressif. Ici, la seule façon d'être intégré est de se lancer à corps perdu avant les autres. Dans ce paysage hostile, où la lumière du jour ne garantit pas la sécurité et où l'obscurité ne fait qu'accroître les menaces, le chien de vinaigre a fait de la coopération une arme et de la violence collective une méthode. Il n'a peur de rien et, s'il en a, il la dissimule sous son courage. Son courage grandit à chaque fois qu'il court. La meute lui donne la certitude que chaque patrouille sera récompensée.
Ainsi, dans un monde où l'incertitude est la seule constante, leur union est la seule garantie de survie. Dans ce territoire sud-américain où rien ne dure longtemps, le danger n'arrive pas toujours avec fracas. Ils filent silencieusement, planant haut dans le ciel, se fondant dans une vigne ondulante au rythme du vent chaud de l'après-midi. Rien dans cet endroit n'arrive par hasard. Chaque mouvement a un coût, et chaque seconde peut décider qui vit ou qui est laissé pour compte, exposé et vulnérable. Une branche usée craque doucement. Parmi les feuilles sèches et les tiges vertes, un serpent vert rampe, attendant sa prochaine victime. Ses écailles reflètent des éclairs imperceptibles sous la lumière oblique du coucher de soleil. Suspendu à une branche courbée, son corps reste immobile, tendu comme un ressort, sa mâchoire prête à frapper. Ci-dessous, une gracieuse cuica avance prudemment sur l'écorce fissurée, à la recherche d'insectes. Petit et silencieux, avec une fourrure cendrée, il se déplace sans laisser de traces. L'évolution récompense l'anticipation. Après d'innombrables générations, la cuica perçoit l'imperceptible, la plus légère vibration d'une branche qui se tend, un changement de température, la faible odeur d'une peau écailleuse. Il s'arrête. Ses moustaches frémissent. Ses oreilles aperçoivent une vibration qui ne cadre pas avec le feuillage. Silencieusement, il s'écarte juste au moment où le serpent frappe. La cuica saute sur une branche latérale, traverse un espace entre les feuilles et disparaît dans les sous-bois. Le serpent est suspendu, se balançant sans émotion ni fureur. À El Cerrado, l'échec fait partie du cycle. Ce minuscule animal qui a échappé à une mort certaine n'est pas une souris ordinaire. Il n'appartient pas à cette lignée. C'est un marsupial, un parent éloigné des kangourous et des koalas, mais avec une histoire qui lui est propre, forgée dans la rudesse de l'Amérique du Sud. Alors que les rongeurs donnent naissance à des petits déjà formés, Lara donne naissance à de minuscules larves glabres et informes qui achèvent leur développement dans une poche ventrale. Là, protégés de la chaleur accablante et des prédateurs toujours à l'affût, ils restent jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour affronter les dangers de l'environnement. Le véritable protagoniste de ce moment est ce minuscule marsupial, une créature façonnée par le besoin de survivre à tout. Son corps agile et flexible peut se glisser à travers de minuscules espaces, grimper rapidement sur des branches cassées et sauter sur des distances impossibles pour sa taille. Leur odorat détecte les phéromones des prédateurs et des proies, et leur ouïe, affiné par des siècles de traque nocturne, perçoit des vibrations que les autres animaux enregistrent à peine. Il se nourrit d'insectes, d'arachnides et de fruits charnus trouvés dans les sous-bois. Il profite généralement des premières et dernières heures du jour pour se déplacer lorsque les prédateurs diurnes ont quitté le territoire et que les prédateurs nocturnes n'ont pas encore pris le dessus. C'est un animal opportuniste, intelligent et d'une efficacité redoutable. Il ne se contente pas de chasser, il pille aussi les nids, dévore les œufs et vole la nourriture des restes laissés par les autres. Son cycle de reproduction est tout aussi implacable. Il peut se reproduire plusieurs fois par an, adaptant la fréquence à la disponibilité de la nourriture. La femelle donne naissance à des portées pouvant compter jusqu'à 8 petits, qui s'accrochent à sa poitrine, à l'intérieur de sa poche ventrale. Ils y restent jusqu'à ce que leurs pattes puissent les soutenir et que leur sens soit suffisamment développé pour percevoir le danger qui guette chaque recoin du Cerrado. Son rôle dans cet écosystème est vital. Il régule les populations d'insectes et de petits vertébrés, disperse les graines grâce à ses excréments et nourrit en retour une longue liste de prédateurs, des serpents arboricoles aux petits félins et aux oiseaux de proie. Mais il survit plus qu'il ne meurt, car il a transformé sa faiblesse apparente en un avantage évolutif. Là où d'autres comptent sur la force ou la taille, la cuica, gracieuse, compte sur son ouïe, son odorat, son instinct et sa capacité à les intentions de la forêt. Il a appris que dans le Cerrado, même ceux qui semblent avoir le contrôle peuvent le perdre en un clin d'œil. Le crépuscule s'étend sur les broussailles basses et la cuica continue sa chasse, attentive à chaque vibration, à chaque ombre mouvante, à ces silences qui dans cet écosystème révèlent plus que quiconque pourrait imaginer. À l'aube, dans un coin reculé de cette vaste savane brésilienne, l'aube se glisse lentement entre les arbres. Une lumière dorée teinte l'horizon tandis que la brume matinale s'élève des rivages boueux et des zones humides ombragées de roseaux. Des buissons, une silhouette familière émerge. Le capybara,
le plus grand rongeur du monde, se déplace d'une démarche calme, inconscient du vacarme du crépuscule précédent, mais attentif à chaque signe de son environnement. À première vue, c'est un animal étrange. Trop robuste, trop placide, trop confiant pour habiter un biome qui semble conçu pour dévorer des créatures de sa taille. Et pourtant, il habite ce territoire depuis des millénaires, apprenant non pas à le combattre, mais à vivre avec lui. Les capybaras cohabitent avec les jaguars, les caïmans, les anacondas et les meutes de cochons d'Inde. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne cherchent pas refuge loin du maelstrom. Au contraire, leur territoire se situe là où le danger guette le plus souvent. Sur les bords des lagunes, sur les rives des cours d'eau temporaires et dans les couloirs de végétation basse qui relient les parcelles de savane et les forêts-galeries. Des endroits où l'eau et l'herbe fraîche sont abondantes et où les prédateurs chassent également quotidiennement. Le cerrado est un piège naturel. Seuls ceux qui en comprennent les règles survivent, et le capybara y est parvenu grâce à la coopération et à une stratégie sociale, et non à la violence. Ce sont des animaux naturellement très pacifiques. Ils ne se battent pas, ne se mettent pas dans les pattes, ne chargent pas. Mais leur véritable force ne réside pas dans leurs dents ou leurs pattes, elle réside dans leur nombre. On les voit toujours en groupe. Ce n'est pas un hasard, car c'est ainsi qu'ils ont façonné leur seule défense efficace, la vigilance collective. Pendant que certains se nourrissent, d'autres veillent. Lorsqu'un animal détecte une perturbation dans l'eau, le vent ou la forêt avoisinante, il émet un grognement bref, sec et à peine audible qui se propage rapidement dans le groupe, déclenchant une alerte collective. En moins d'un instant, tout le troupeau plonge dans l'eau, car c'est son autre arme. Son anatomie a été conçue pour la vie amphibie. Son corps massif, pesant jusqu'à 70 kg, paraît maladroit sur terre, mais il est agile en espace ouvert et peut atteindre des vitesses surprenantes lorsqu'il se met à courir. Mais c'est dans l'eau qu'il révèle sa véritable nature. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont alignés sur le dessus de sa tête, ce qui lui permet de nager avec son corps presque immergé, permettant à peine à son regard de percer parmi les herbes aquatiques. Il peut rester sous la surface pendant plusieurs minutes, désorientant ses poursuivants, et parcourir de longues distances à travers les canaux cachés qui relient les lagunes saisonnières du Cerrado. Le capybara, malgré sa nature douce, a survécu pendant des millénaires dans cet écosystème hostile, car il sait que sa survie ne dépend pas uniquement de sa force. Sa réussite repose sur l'organisation. Il a développé un système social où la coopération est instinctive et où le sacrifice de l'un peut être synonyme de salut pour tous. Il existe une autre raison pour laquelle les chasseurs de gros gibier se risquent rarement à l'affronter. Sa taille et la structure compacte et renforcée de ses os le rendent difficile à traquer. Un jaguar peut le chasser, certes, mais non sans effort ni risque. Un caïman pourrait lui tendre une embuscade, mais le capybara adulte s'expose rarement seul, et ses prouesses aquatiques surpassent celles de presque tous les mammifères du Cerrado. Les caïmans, bien qu'ils partagent un espace, ont appris qu'un capybara adulte n'est pas une proie rentable. Ils préfèrent les poissons, les oiseaux ou les jeunes sans méfiance. Cette coexistence n'est pas une question de cordialité, c'est une question de sélection naturelle. Chaque espèce a trouvé sa place dans cet équilibre fragile. Le capybara est herbivore, mais son régime alimentaire ne se limite pas aux espèces les plus accessibles. Il se nourrit de plus de 120 espèces végétales différentes, sélectionnant les jeunes pousses, les herbes riveraines et la végétation aquatique. Cette diversité est essentielle pour survivre aux saisons extrêmes de cet écosystème, où la sécheresse transforme les lagunes en poussière craquelée, et la pluie transforme le paysage en un réseau de ruisseaux débordants. Dans ce paysage changeant, leur stratégie de reproduction s'adapte également. Le processus d'accouplement obéit aux règles implacables du biome. La femelle choisit le mâle dominant, généralement le plus expérimenté, et la parade nuptiale a presque toujours lieu dans l'eau. Le soleil commence à se coucher et l'eau chaude reflète le ciel orangé. Entre les berges couvertes de roseaux, un grand mâle s'approche d'un pas ferme et posé vers une femelle qu'il observe déjà à l'ombre d'un buisson submergé. Il n'y a pas d'urgence, mais une attention particulière. Chaque mouvement compte. Par de légers coups de coude et en frottant son corps contre le sien, il entame une danse subtile qui semble répétée depuis des millénaires. La femelle répond en se rapprochant et en s'éloignant, mesurant sa force, éveillant des instincts qui ne se révèlent que dans cet environnement liquide. Autour d'eux,
Le reste du groupe observe en silence, conscient de la délicate négociation qui déterminera le prochain chapitre de la vie de la meute. Là, protégé des prédateurs et du harcèlement des autres mâles, le couple se lie d'un lien nécessaire à la continuité du groupe. Le succès de la reproduction est vital. Une femelle peut avoir jusqu'à 8 petits par portée et plusieurs portées par an, selon la disponibilité des ressources. Les petits naissent pleinement développés, capables de courir et de nager en quelques minutes. Ils restent sous la protection de tout le groupe. La menace est constante, sans interruption, jour et nuit. Un capybara séparé du troupeau est une proie sûre, mais c'est seulement au milieu de la foule qu'il trouve la force de survivre. Ainsi, dans cet écosystème féroce, où la loi est dictée par les dents, les griffes et les embuscades, le capybara a survécu grâce à son intelligence sociale, sa vigilance perpétuelle et sa domination entre terre et eau. Il n'a nul besoin de violence, le cerrado lui a appris à résister autrement. Et tandis que le jaguar rôde dans les fourrés, que les caïmans patrouillent silencieusement dans les lagons et que les prédateurs nocturnes aiguisent leur sens, le troupeau de capybaras est toujours là. Apparemment imperturbable, mais toujours attentif à la moindre perturbation dans l'air, dans le son et dans l'eau. À l'horizon, le tonnerre gronde au loin. Les oiseaux se réfugient dans les branches, tandis que le vent se calme, comme si la terre retenait son souffle. Le cerrado devient silencieux, sans croassement, sans craquement de branches, ni bourdonnements habituels d'insectes. Les premières gouttes frappent les feuilles mortes avec un rythme irrégulier, réveillant des échos qui se multiplient parmi les buissons. La pluie tombe lourdement, emportant la poussière séchée, comblant les flaques et créant des flaques miroitantes sur le sol accidenté. Le vent fait bruisser les branches et le fourré semble s'animer d'un murmure grandissant, d'un soupir humide qui imprègne le paysage. Les animaux s'abritent et ralentissent leurs mouvements, attentifs aux changements apportés par la tempête. L'air est chargé d'une odeur de terre humide et la lumière devient terne, filtrée par le gris plombé du ciel. Quand la pluie cesse, le silence s'installe, pesant et absolu. On n'entend ni coassement, ni bruissement, ni bourdonnement d'insectes. Ce silence n'apporte aucune paix. C'est le signe indéniable que des yeux se cachent dans l'obscurité, vigilants et patients, prêts à profiter de l'instant où la nature s'arrête. Parmi les prairies vallonnées et les sentiers humides des lagunes, un spécimen se distingue du groupe. Il se sent en sécurité. Il est bien nourri et son corps, lourd d'eau et d'herbes fraîches, le rend maladroit et somnolent. L'odeur de la boue et des plantes riveraines persiste encore dans sa fourrure humide, trace vivante de la pluie tombée il y a quelques heures à peine et qui a marqué son destin depuis. Le prédateur n'est pas pressé. Depuis avant l'aube, sous un ciel couvert annonçant une tempête, il poursuit sa proie. Il ne chasse pas par faim ou par urgence. Il chasse parce qu'il le peut, car la patience est une arme qu'il a perfectionnée au point de transformer l'attente en partie de l'attaque. Il a observé l'herbivore se nourrir, chercher refuge dans l'eau, en ressortir pour brouter à nouveau. Il a attendu le moment précis, celui où un ventre plein engourdit les sens, où les jambes deviennent maladroites, où le corps réclame le repos, non la fuite. Les ombres commencent à s'allonger. La température a déjà baissé après la pluie, et juste avant que l'obscurité n'engloutisse complètement le paysage, le chasseur décide de bouger. Aucun bruit, aucun avertissement. Juste une silhouette émergeant du fourré. Le jaguar frappe comme un bloc de muscles tendus et précis. Son poids enfonce la proie dans la boue avant même qu'elle ne tente de réagir. Pas de poursuite, pas de course. Le clos n'est pas un endroit où gaspiller son énergie. Ici, la mise à mort est immédiate. Leur croc transperce non seulement la chair, mais aussi la moelle du cou, cherchant ce point où tout se termine avant de commencer. Et dans ce moment final, lorsque la tête du jaguar se lève et que le dernier éclair de lumière perce le fourré, ce visage improbable est révélé. Leur symétrie n'est pas fortuite. Leurs yeux, fixes et calculateurs, sont suffisamment écartés pour mesurer précisément la distance, tandis que leurs oreilles, dressées au même niveau, pivotent en parfaite synchronisation pour capter des sons inaudibles pour tout autre être vivant sur ces terres. Le nez, ni trop grand ni trop petit, occupe une place précise dans cette géographie faciale, où chaque molécule dans l'air est un message à déchiffrer. Sous cette structure,
La bouche est une courbe précise, conçue non pas pour afficher des crocs grotesques, mais pour saisir, étouffer et écraser avec une efficacité qui ne laisse aucune marge d'erreur. Cette perfection n'est pas la beauté, c'est l'évolution à l'état brut. Chaque ligne, chaque angle, chaque symétrie est le fruit de milliers de générations où seuls les plus efficaces, les plus précis, les plus silencieux ont survécu. Dans un paysage où alternent pluies intenses et longues périodes de sol sec et friable, où la végétation change radicalement au fil des saisons et où les proies ne sont pas toujours à portée de main, la vie est un combat permanent. Des incendies fréquents et dévastateurs remodèlent le territoire sans prévenir, forçant le jaguar à s'adapter sous peine de disparaître. La concurrence avec d'autres chasseurs de gros gibier et la nécessité de dominer un vaste territoire amplifient la pression, faisant de chaque chasse un risque calculé dans un gibier où l'échec est synonyme de mort. Malgré cela, le jaguar avance sans hésitation. Son corps musclé et furtif, son instinct aiguisé et son intelligence mortelle en font le maître incontesté de ce territoire imprévisible. Il surmonte les difficultés non seulement avec force, mais aussi avec une patience qui épuise sa proie et une ruse qui lui permet de dominer le paysage comme nul autre. Pour de nombreux herbivores du Cerrado, le dernier visage qu'ils verront ne sera pas celui du jaguar en tant qu'animal. Ce sera celui d'une prédation parfaite. Et si cette perfection existe, c'est grâce à son alimentation, aux protéines des corps qu'il a détruits pendant des siècles. Contrairement aux herbivores, dont l'évolution est basée sur les herbes et les racines, le jaguar métabolise la viande comme aucune autre créature. Chaque proie lui confère une force immédiate, une masse musculaire dense et des réflexes aiguisés. Les acides aminés essentiels qu'il tire de chaque fibre animale sont instantanément utilisés pour maintenir ses pattes compactes, sa colonne vertébrale flexible et son endurance intacte. Ce qui pour d'autres est une simple nourriture, pour lui est la matière première de la perfection. Et Cerrado lui a toujours fourni ce dont il avait besoin pour rester au sommet, car ici, l'équilibre naturel veut que seuls survivent ceux qui savent quand attendre, quand tuer et quand disparaître au bon moment. Cependant, ce ne sont pas toujours les griffes et les crocs qui décident de la vie et de la mort sur ces terres. Dans ce coin d'Amérique du Sud, le pire ennemi se révèle rarement. Elle se cache dans le sang, dans la chair en décomposition, dans la minuscule piqûre d'un insecte invisible dans l'obscurité. Dans ce paysage où chaque recoin respire l'humidité et la chaleur, la maladie est une présence quotidienne. Un animal peut échapper à un jaguar, résister à l'attaque d'un serpent, mais succomber sans défense à une fièvre soudaine ou à une infection qui ne se manifeste que lorsqu'il est trop tard. Chaque massacre laisse derrière lui bien plus que des charognes. Les cadavres, sous le poids du soleil, ferment rapidement. Les mouches, les moustiques et les bactéries se multiplient sur les corps, libérant dans l'air des particules mortelles. La viande non réclamée devient un piège. Là, les virus se multiplient, les fièvres se transmettent et des infections émergent, capables de ravager sans distinction. Ceux qui n'ont pas de système prêt à y résister échouent. Et ici, point de rédemption. Les animaux le savent. Même si de loin, ils peuvent sembler inconscients de ces menaces, ignorant des risques qu'ils encourent, la réalité est tout autre. Le Cerrado a façonné ces créatures grâce à une mémoire ancestrale inscrite dans leurs sens et leurs habitudes. Les herbivores évitent les eaux stagnantes où flottent les charognes. Les carnivores abandonnent leurs proies malades au moindre signe de pourriture, et ceux qui ont consommé de la viande avariée cherchent des remèdes dans ce que la terre leur offre. L'un des macaques les plus rusés est le macaque Sapajus libidinosus. Ce n'est pas un animal qui s'impose par sa force ou sa vitesse. Mais là où d'autres hésitent, ce primate a appris à lire le Cerrado avec une précision inhabituelle. Lorsqu'un membre du groupe tombe malade, le macaque recourt sans hésiter aux feuilles rugueuses de certaines plantes amères, qu'il mâche sans les avaler. La pâte végétale enrobe la langue et la gorge, provoquant des nausées contrôlées qui expulsent les substances toxiques avant qu'elles ne puissent dévaster l'organisme. Dans la plupart des cas, ce remède est suffisant. L'organisme élimine la substance et la fièvre diminue en quelques heures. À d'autres moments, il déterre des racines au goût piquant, riches en alcaloïdes qui combattent les bactéries intestinales sans qu'il en ait conscience. Ce remède, répété depuis des générations, protège le clan des ravages que les autres animaux ne parviennent pas à éviter.
Les coatis sont victimes de parasites intestinaux après s'être nourris de fruits fermentés. La fièvre et la faiblesse les consument en quelques heures, abandonnant leur corps dans les sous-bois humides où les charognards en profitent rapidement. Mais ce petit primate n'est pas le seul à recourir aux médecines ancestrales. Le tamanduá bandera, solitaire et patient, connaît lui aussi les ressources que la terre lui offre. Après avoir ingéré des insectes en décomposition, il recherche des bancs d'argile spécifiques. Là, il lèche soigneusement le sol humide, riche en minéraux qui neutralisent les toxines et tapissent les parois de son estomac, empêchant ainsi la libre circulation des poisons. D'autres animaux choisissent de dévorer des tiges fibreuses, dures et au goût amer, qui provoquent une purge intestinale rapide. Le cerf et l'aff mâchent certaines herbes dès les premiers signes de fièvre, non pas par superstition instinctive, mais parce qu'il s'agit d'un remède précis, ancré dans son espèce depuis des siècles. Au cœur du cerrado, l'intelligence ne se mesure pas uniquement à l'habileté à chasser ou à la maîtrise du territoire. Survivre, c'est savoir quelle charogne éviter, quelles zones infectées fuir et quelles plantes rechercher à l'aube pour se protéger. Aucun habitant de ces terres n'ignore les dangers invisibles qui rôdent, car ceux qui le font ne survivent pas. On peut dire que les animaux ne comprennent pas la maladie, mais les preuves contredisent ce jugement. Ils reconnaissent les symptômes, anticipent les risques et recherchent des solutions là où d'autres animaux ne voient que des mauvaises herbes. Ceux qui endurent sont ceux qui ont fait de la discrétion une vertu. Ils savent quand avancer, quand reculer et comment chasser l'ombre de la mort de leur corps. Le cerrado s'étend sur des millions d'hectares, une vaste mosaïque couvrant près d'un cinquième du territoire brésilien. C'est un océan d'herbes hautes, d'arbustes et de forêts éparses, avec des formations de savanes uniques, abritant une biodiversité extraordinaire. Son calme apparent cache une dynamique constante, où la vie se déploie dans un équilibre soutenu depuis des millénaires. Cependant, ces derniers temps, la présence humaine a modifié ce rythme. L'abattage massif d'arbres ouvre des brèches dans le paysage et les sentiers creusés dans la verdure altèrent la continuité de l'habitat. Les machines et la circulation génèrent de nouvelles vibrations et de nouveaux sons qui s'ajoutent au répertoire naturel. Malgré l'immensité du territoire, même dans les recoins les plus reculés, les signes de cette transformation sont perceptibles. Certains animaux recherchent des abris plus denses, adaptant leurs habitudes pour éviter les heures de pointe de l'activité humaine. Les régimes alimentaires s'adaptent également. Il est courant d'observer de subtils changements dans le régime alimentaire, les espèces intégrant de nouvelles ressources ou modifiant leurs habitudes de recherche de nourriture. La pression de maintenir un espace sûr entraîne une vigilance constante, où les sens sont éveillés pour détecter tout signe de perturbation. La complexité du cerrado ne réside pas seulement dans ses conditions climatiques extrêmes, mais aussi dans la spécialisation de ses habitants. Des espèces spécialisées, adaptées à des niches très spécifiques, sont confrontées à des défis plus importants. Le fourmilier géant dépend de termitières spécifiques et de vastes zones pour se déplacer. Lorsque l'environnement change brusquement, sa survie devient plus difficile et la précision avec laquelle il a évolué pour cet écosystème peut devenir sa plus grande vulnérabilité. Dans ce scénario, l'évolution exerce sa puissance. Le plus apte triomphe. Ceux qui ne parviennent pas à s'adapter déclinent, frôlant même l'extinction locale. Il est possible que l'intervention humaine favorise le règne absolu de certains prédateurs ou favorise le développement de nouvelles espèces aux adaptations surprenantes qui changeront le visage du cerrado dans les décennies à venir. La plasticité comportementale, plus que la force ou la vitesse, devient un outil fondamental. Dans ce pays de contraste, où pluie et sécheresse rythment la vie, les animaux réagissent à chaque changement avec un mélange d'instinct et d'adaptation. Cet espace reste un lieu où la vie se réinvente à chaque instant, ses habitants s'adaptant à un environnement qui, bien que modifié, conserve l'essence de son antiquité. Ce n'est pas seulement une immensité, c'est un territoire vivant, respirant, façonné par sa faune, qui façonne et ajuste chacun de ses mouvements. Bien que les pressions extérieures aient réduit une partie de sa taille, son immensité continue d'accueillir des scènes qui échappent à toute prédiction. Entre l'herbe sèche et les buissons épars, une ombre rougeâtre glisse à grands pas mesurés, fendant l'air d'une présence inattendue. Ce ne sont ni la force ni la vitesse qui définissent ce chasseur de terrain découvert.
Ce qui fait vraiment la différence, c'est la précision avec laquelle il saisit chaque opportunité. Le loup à crinière a appris à vivre au-delà des schémas de chasse habituels en Amérique du Sud. Sa réussite repose sur sa ruse, sa patience et une profonde adaptation à un monde en mutation. Leurs pattes, disproportionnées par rapport au reste de leur corps, ne sont pas un simple caprice évolutif. Elles constituent un outil idéal pour traverser les hautes prairies et les broussailles denses qui dominent une grande partie du Cerrado. Ils leur permettent de se déplacer au-dessus de la végétation, de détecter de petites proies à de plus grandes distances et de naviguer efficacement sur un terrain accidenté. Cette constitution unique est complétée par un pelage long et rêche, dont le ton rougeâtre n'est pas destiné à des fins d'exposition. Ce n'est ni un signal d'accouplement, ni un avertissement. C'est une adaptation aux teintes sèches et dorées du paysage. Sous la lumière brisée des premières et dernières heures du jour, sa silhouette se dissout parmi les tiges et les buissons. La discrétion est son plus grand atout. Il ne chasse pas en groupe. C'est un animal essentiellement solitaire. Ses interactions avec les autres membres de son espèce sont rares, limitées à de brèves rencontres pendant la saison des amours ou lorsque les petits d'une même portée partagent un territoire avant de devenir indépendants. Sa survie, si elle existe, repose sur son indépendance. Il ne recherche pas de grosses proies. Son régime alimentaire varié et flexible comprend des fruits, de petits vertébrés, des insectes et des charognes abandonnées par d'autres prédateurs. Ce qui a marqué son succès n'est pas sa force, mais sa capacité à exploiter des ressources ignorées par d'autres. Pendant les saisons sèches, lorsque les grands chasseurs se font rares et que les grosses proies migrent ou meurent, le loup à crinière trouve sa nourriture là où les autres échouent. Sa démarche lente n'est pas une coïncidence. Il suit un signe, une légère trace sur le sol, la marque fraîche d'un animal qui creuse. À quelques mètres de là, un tatou émerge. Le plus grand tatou d'Amérique du Sud. Un spécialiste des zones souterraines, avec sa carapace grise et sa force incommensurable pour sa taille. Il évite la surface pendant la journée, mais certaines nuits le forcent à modifier ses habitudes. La faim, la chaleur accumulée dans son terrier et la présence de prédateurs plus gros peuvent le pousser à abandonner son abri plus tôt que d'habitude. Dans la pénombre, son regard capte le faible mouvement d'un tatou qui creuse avec acharnement sous la litière de feuilles. La distance qui les sépare se réduit. Le loup à crinière ne bondit pas. Il sait que le tatou n'est pas une proie facile. Mais son intérêt ne se porte pas sur lui, mais plutôt sur ce que ses mouvements laissent derrière eux. En arrachant racines et litières de feuilles, le tatou expose insectes, nids de rongeurs et autres petits habitants des sous-bois. Et puis, ça arrive. Une racine sèche se déplace. Un groupe de mulots se lance dans une course effrénée. Le loup à crinière réagit immédiatement. Une foulée précise, une morsure franche et la proie est capturée. Il ne poursuit pas les autres. Il n'y a aucune dépense d'énergie inutile. Le tatou poursuit son chemin, imperturbable. Il poursuit sa routine sous terre, retournant le sol à la recherche de larves et de racines. Le loup à crinière, satisfait de sa prise, s'éloigne vers des zones plus denses. Il n'y a ni violence ouverte, ni compétition directe. Dans cet écosystème ancestral, les rencontres ne se terminent pas toujours par un affrontement. Parfois, la survie dépend de l'exploitation des conséquences du comportement d'autrui. Un équilibre difficile, façonné par les siècles, où chaque animal, grand ou petit, joue un rôle qui transcende sa volonté. Et tandis que les ombres s'allongent sur le Cerrado, la vie continue dans cette tension constante. Profiter, survivre et ne céder que ce qui est nécessaire. Depuis les hauteurs tortueuses d'une branche sèche, une silhouette immobile suit le mouvement sous l'herbe. Aucun mouvement évident n'est nécessaire. Un léger tour de tête suffit pour suivre la direction du loup à crinière. Chacun de ses pas, chaque brin d'herbe qu'il agite est capté par son regard perçant. Dans le Cerrado, aucun mouvement ne passe inaperçu. Pendant que le prédateur se déplace, un autre attend, et la distance n'est pas accidentelle. Le caracara planifie ses opportunités d'en haut. Il l'a appris grâce à des générations d'observations patientes. Leurs yeux, adaptés pour détecter les contrastes dans un environnement où les couleurs changent avec la lumière, peuvent localiser des restes à des centaines de mètres. Lorsque le loup se retire, satisfait et harcelé par la chaleur croissante, l'air reste dense et immobile quelques instants. Seul le bourdonnement des insectes revient.
Puis l'oiseau descend, pas en piqué. Il plane bas, atterrit à distance prudente et scrute le terrain. Les restes sont exposés et l'occasion est fugace. Son anatomie est celle d'un opportuniste. Son bec courbé est plus apte à déchirer et à trancher qu'à tuer. Ses griffes puissantes sont conçues pour saisir et maintenir, et non pour immobiliser des proies vivantes. Son plumage terne résiste à la poussière et à l'humidité de la saison des pluies, sans perdre sa souplesse. Il n'attire ni ses rivaux, ni l'attention des grands charognards. Le Cerrado, avec ses étendues infinies de savanes, de maquis et de galeries forestières, impose un choix. Et cet animal a choisi de s'adapter à ces interstices. Il ne domine personne, mais il perçoit les moments mieux que quiconque. Son succès ne dépend pas de sa force, mais de sa capacité à exploiter les secondes disponibles entre la retraite et une nouvelle attaque. Au fur et à mesure qu'il consomme les restes, les insectes avancent. Les mouches métalliques et les scarabées charognards scrutent les interstices de la chair exposée, réclamant leur part. Le caracara ne reste donc pas longtemps. Sa stratégie consiste à éviter le conflit et à céder l'espace avant l'arrivée d'un rival plus grand. Cette flexibilité n'a rien de nouveau. Tout au long de son évolution, cette espèce a perfectionné une formule que d'autres n'ont jamais tentée. Abandonner son statut exclusif de chasseur ou de charognard pour devenir une créature des circonstances. Là où les prédateurs persistent en force et les charognards en nombre, le caracara a trouvé sa niche dans l'observation, le calcul et l'attente. Leurs interactions avec les autres membres de leur espèce sont sporadiques. Ils ne forment pas de bandes serrées et ne chassent pas en groupe. Ils préfèrent travailler individuellement, ou du moins partager leurs opportunités lorsque l'abondance le permet. Cette indépendance, qui les tient à l'écart des conflits inutiles, leur assure moins de concurrence directe et plus d'opportunités de profiter de l'inattendu. Parce que le caracara a compris que la survie ne consiste pas toujours à être le plus fort ou le plus rapide, et que s'adapter intelligemment aux circonstances changeantes, profiter de chaque opportunité sans gaspiller d'énergie dans des confrontations qui ne garantissent pas le succès, est la clé. Il continue donc à patrouiller calmement et résolument. Dans le silence des plaines ouvertes du Cerrado, où les prairies clairsemées s'étendent entre des pierres rougeâtres éparses, sa silhouette avance d'un pas ferme. Il préfère marcher lorsque la situation l'exige, scrutant le sol, la tête haute et les plumes du cou ébouriffées. C'est l'un des rares charognards capables de poursuivre à pied un animal blessé ou d'explorer des terriers cachés sous des buissons secs. Le comportement du caracara change radicalement pendant la saison de reproduction. Durant cette période, son territoire devient un espace de défense active. Les signaux visuels et sonores s'intensifient. Vol à basse altitude, cris insistants et parades de plumage. Les rituels de parade nuptiale, brefs mais décisifs, marquent le lien qui unit le couple. La reconnaissance implique des postures rigides, un déploiement lent et contrôlé des ailes et un son guttural, sec et dur, comme s'il sortait d'une époque lointaine. Lorsque l'union est confirmée, ils recherchent des nids abandonnés d'autres rapaces ou construisent de simples plateformes dans la canopée d'arbustes robustes. De là, ils montent la garde. Et si un prédateur s'approche, le caracara n'hésite pas à utiliser sa meilleure ressource, sa démarche rapide et agile. Il peut attirer l'attention de l'intrus, l'éloigner du nid à pied, puis s'envoler au dernier moment. Cette stratégie, héritée de leurs ancêtres préhistoriques, a assuré la survie de leur lignée dans un paysage impitoyable, où l'incertitude est impitoyable et la nature punit sans prévenir. Pendant près d'un mois, l'œuf protège l'oisillon, une vie qui grandit lentement et silencieusement sous la coquille. Les deux parents se relaient pour le couver, le gardant au chaud et vigilant face à toute menace. Lorsque le poussin éclot enfin, fragile et vulnérable, les parents intensifient leurs soins. Ils le nourrissent à tour de rôle, le gardant caché sous les plumes sèches du nid, exposé à un danger constant. Si un prédateur rôde, leur défense n'est pas aérienne. Elle se fait à pied, avec des attaques directes et de courts sauts, le tout en position territoriale. Le Cerrado exige plus de ruse que de force, et rien chez le caracara n'est dû au hasard. Son plumage sombre, tacheté d'ocre et de gris, se fond dans le sol pierreux. Ses longues pattes scrutent inlassablement le terrain, fouillant parmi les eaux blanchies par le soleil. Chaque trait est un outil précis de survie dans cette mosaïque sauvage. Et chaque fois que son appel strident résonne, un écho ancien se fait entendre dans le présent.
Plus qu'un simple oiseau de proie, c'est un fragment ancien du cerrado. Une créature qui conserve encore dans son corps et son comportement les réflexes d'une époque où les prédateurs ailés partagèrent la terre avec les géants. Alors que le sol du cerrado est le théâtre de traques, d'évasions et de rencontres mortelles, dans la canopée inférieure et les clairières où la lumière filtre à peine à travers les branches, un autre spectacle se produit. Il ne laisse aucune trace de sang ni de trace sur la terre, mais décide du sort des générations futures. Les manakins du cerrado, petits oiseaux au plumage compact et brillant, ont fait de la danse leur langage essentiel. Ici, dans ces clairières d'un diamètre d'à peine un demi-mètre, les mâles adultes préparent la scène pour leur cérémonie. Ils enlèvent les branches sèches, séparent les feuilles et éliminent tous les obstacles qui gênent leur présentation. Chaque mètre carré de sol devient une piste. Avant le moment décisif, il y a un temps pour la pratique. Les jeunes mâles se rassemblent parmi les branches avoisinantes. Ils sautent, tournoient et battent des ailes, produisant de brefs clics secs. Ils répètent des séquences de sauts mesurés, observent les vétérans et mémorisent les chorégraphies qu'ils devront un jour exécuter avec une perfection absolue. Dans ce coin du cerrado, chaque erreur est enregistrée dans le silence de la jungle, sans place pour la répétition ou l'oubli. Le mâle dominant, celui qui a survécu à la saison précédente et qui connaît chaque branche, chaque clairière, nettoie son espace avec une précision obsessionnelle. La surface dégagée doit refléter la lumière au bon moment et éviter les obstacles qui gênent leur mouvement et leur son. Il ne se contente pas de défricher la végétation. Il choisit des clairières où la lumière et l'ombre facilitent leur mise en valeur, s'adaptant ainsi aux conditions environnantes. Lorsqu'il est prêt, il émet son chant court et profond, un appel rauque que la femelle peut reconnaître de loin. Elle ne s'approche pas par erreur. Chaque appel possède un timbre distinctif, une intensité qui révèle la maturité et la vigueur de l'interprète. La femelle apparaît sans prévenir, silencieuse, perchée sur une branche basse, elle observe. Il n'approche pas immédiatement. Il évalue. Le mâle commence. Il bondit, bat des ailes avec précision, plane quelques centimètres et atterrit exactement où il le souhaite. Les ailes produisent un bruit sec et cliquetant qui marque le rythme. La femelle reste attentive. Le mâle accélère, sautillant entre les branches sans toucher une feuille, son plumage étincelant de lueurs fugaces. Sa crête hérissée, ses muscles tendus, tout semble fait pour cet instant. La réussite ne se résume pas à la couleur ou à la précision. Il s'agit de maintenir la séquence, de ne pas rater les virages, de maintenir un rythme précis et de mesurer chaque saut. Après plusieurs cycles, la femelle répond par une légère torsion sur la branche. Le mâle s'arrête, ébouriffe sa crête et dévoile ses plumes dans un dernier geste calculé. Puis, il vole vers elle, confirmant sa cour. Au-delà de l'acte immédiat, ce rituel est porteur d'un héritage évolutif complexe. Les pattes postérieures, robustes et proportionnées au corps, permettent des sauts rapides et précis sur de courtes distances. Le plumage éclatant, loin de servir de camouflage, répond à une sélection sexuelle privilégiant l'ostentation à la discrétion. En dehors de ses rencontres et de ses leks, le manakin mène une vie solitaire, défendant de minuscules territoires essentiels à sa survie. Les clairières où se déroulent ces cérémonies ne restent jamais vides bien longtemps. L'une se termine, l'autre commence. Sur ces terres ancestrales, les cycles de la vie se poursuivent sans interruption ni répit. Pendant ce temps, parmi les sous-bois, une ombre demeure immobile, ses sens en éveil, absorbant le moindre mouvement. Loin de l'agitation, sa patience semble éternelle, comme si le temps s'écoulait différemment autour d'elle. Sous les feuilles sèches, cette figure sinueuse avance avec un rythme mesuré, presque imperceptible. Ce n'est pas une créature rapide et elle n'accorde pas de seconde chance. Ce prédateur ancestral porte en lui l'histoire du paysage qu'il parcourt. Le serpent à sonnette d'Amérique du Sud. Son corps, d'un ton brun tacheté, se fond avec la couleur de la terre craquelée et des feuilles tombées. Le hochet, composé d'un petit groupe d'anneaux cornés, émet ce son reconnaissable et fatal. Mais cette fois, le serpent avance silencieusement, avec une lenteur qui anticipe la certitude de la mort. Chasseur d'embuscade, sa tête triangulaire abrite les capteurs thermiques les plus précis du cerrado. Il détecte la chaleur à distance, reconnaissant le moindre frisson de sa proie, même sans la voir.
Le serpent rampe silencieusement, immobile, dans les sous-bois, la tête légèrement relevée. Ses puits thermorécepteurs, situés entre ses yeux et ses narines, détectent la chaleur d'un petit mammifère qui s'approche sans méfiance. En un instant, il lance une attaque rapide et précise. Son venin est un mélange cruel de neurotoxines et d'hémotoxines. Il paralyse d'abord, puis détruit les tissus, perturbe les battements cardiaques et coagule le sang en une masse épaisse et mortelle. La proie ne meurt pas immédiatement. Elle s'éteint lentement, plongée dans une confusion grandissante et une terreur incompréhensible. Il est difficile de comprendre comment l'évolution a pu doter un si petit animal d'une toxine aussi mortelle, mais peut-être que cette compensation vient compenser son désavantage en termes de mobilité, ce qui lui permet de travailler plus efficacement dans un environnement impitoyable. Dans ce biome, où la concurrence est rude et la chaleur n'offre aucun répit, leur stratégie n'est pas l'attrition, mais l'immédiateté. Il suffit d'une seule attaque, un coup précis. Une petite galéa s'aventure hors de son terrier pour chercher des graines. Le sol semble vide, mais le serpent rôde depuis des minutes, immobile, à peine tendu dans sa forme en S. La galéa s'approche. Un léger clic rompt le silence et le hocher vibre instantanément. Il le frappe à la base du crâne. Un bref cri, pas de poursuite. Le rongeur fait un saut maladroit, trébuche et commence à tourner en rond maladroitement. Sa respiration devient courte, ses jambes tremblent. Son regard perd sa concentration. Le poison commence son action. Les vaisseaux sanguins s'effondrent, les muscles se raidissent. C'est une mort lente, sans défense. En quelques minutes, seul un corps inerte subsiste, immobile dans l'herbe. Le serpent revient, le localise grâce à sa température en baisse et l'engloutit tête la première, faisant coulisser ses mâchoires comme un mécanisme ancien et parfait. La nuit s'allonge. Le cerrado s'installe dans son silence nocturne où seuls les insectes s'attardent. Mais ce calme apparent est lourd de tension. Un jeune renard des montagnes maigres et affamé détecte l'odeur du sang. Il s'approche de la clairière. Il renifle, il cherche. Le serpent, immobile sous quelques branches, attend. Lorsque le renard est à quelques mètres, un bruit court et sec perce le fourré. Ce n'est pas un avertissement, c'est une affirmation. Le renard s'arrête, tendu. Le son se répète, plus aigu. Les yeux du renard scrutent l'obscurité. La vibration est le langage de la domination. Le jeune renard inexpérimenté fait un pas de plus. Le serpent à sonnette jaillit mais ne mord pas. Il avance violemment, la tête en avant, et frappe avec l'arrière du corps. Le renard sursaute, surpris, et par un réflexe primitif, s'enfuit sans se retourner. Le serpent, indemne, reprend sa position. Dans ce biome, le contrôle s'exerce par la réputation. Le simple écho de son cliquetis peut modifier les mouvements d'un prédateur plus grand. Le serpent se glisse une dernière fois parmi les branches sèches. Son corps disparaît dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais existé. Sur ce même terrain où des dizaines de créatures combattent, chassent et meurent chaque jour, elle demeure. Elle ne recherche ni l'abondance ni le spectacle. Elle est l'efficacité pure. Dans les archives fossiles, des créatures comme elle régnaient sur la Terre bien avant le règne des grands mammifères. Leur succès réside dans la patience, dans le fait de ne pas gaspiller leur énergie superflue et d'attaquer uniquement lorsqu'il n'y a pas de marge d'erreur. C'est un prédateur immuable, dont la stratégie n'a pas eu besoin de changer depuis des siècles pour être efficace. Dans le Cerrado, la nuit n'appartient pas à ceux qui courent le plus vite, ni à ceux qui ont les meilleures griffes. Il appartient à ceux qui savent attendre, à ceux qui comprennent qu'une étincelle peut changer une vie. Et dans cet équilibre impitoyable, le serpent à sonnette n'a pas de rival. La lumière revient lentement dans cette vaste savane brésilienne. Entre les vestiges d'une nuit brutale et une aube implacable, les formes du paysage reprennent forme. Ce qui semblait être l'immobilité est en réalité une tension constante. Car ici, tout ce qui respire est soit le chasseur, soit la proie. Et pourtant, la vie persiste. Partout dans ces contrées, des caïmans des fosses rôdent dans les eaux troubles, guettant la moindre erreur. Des jaguars préparent des embuscades là où la végétation se fait plus dense. Les serpents, les oiseaux de proie et les félins de taille moyenne perfectionnent leur stratégie, adaptant leur corps et leur comportement à un environnement qui récompense l'efficacité et non la force brute. Mais ce ne sont pas seulement les prédateurs qui ont réussi à triompher.
Dans ces plaines et ces broussailles éparses, les herbivores ont bâti leur propre succès. Cabiais, cerfs, tatous et d'innombrables rongeurs ne sont pas des victimes passives, mais des survivants actifs. Chaque jour, ils déchiffrent les signes du vent, la boue fraîche, les empreintes laissées par les autres, pour rester debout un jour de plus. Ils ont transformé leur fragilité en ressources. Et dans un biome où la mort rôde partout, la survie dépend de la capacité à savoir quand bouger, quand s'arrêter, et dans quel coin de la forêt attendre le départ des chasseurs. Le Cerrado n'est pas seulement une plaine ouverte. C'est un réseau de forêts sèches, de prairies denses, de vestiges de broussailles et de cours d'eau qui disparaissent sans prévenir. Un réseau de pièges et de refuges, de raccourcis invisibles et d'accords tacites entre espèces qui partagent des sentiers d'herbes rêches, des zones de litières de feuilles mortes et des corridors naturels entre des arbustes tortueux. La véritable grandeur de ce biome ne réside ni dans sa taille ni dans sa végétation. Elle réside dans la capacité incessante de chaque être vivant qui l'habite à modifier son comportement, son corps et son destin, répondant aux lois cruelles d'un monde qui ne lui accorde aucun répit. Chaque animal qui survit un jour de plus sous ce ciel ouvert marque une petite victoire dans la profonde histoire de la faune sud-américaine. Le soir suivant, d'autres corps occuperont les mêmes sentiers, et le danger surgira à nouveau de l'ombre.